Ok, je passe à un autre sujet ici. On a parlé l'autre jour de la calibration des scanners. Alors, je vais apporter quelques informations là-dessus sur la calibration des scanners. Pour calibrer un scanner, en fait, on ne calibre pas un scanner. Parce que calibrer, ça veut dire modifier le comportement de l'appareil. On profile un scanner, en fait. On se renseigne sur à quel point il est déviant par rapport à ce qu'il devrait voir. Quand on lui met un original sur sa vitre, entre guillemets, qui est en fait une plaque d'acrylique, plus connue sous le nom commercial de plexiglas. Donc, quand on lui met quelque chose sur sa vitre, il capture l'image et il y a des déviances, des défauts de capture. Il ne voit pas exactement les couleurs comme il devrait, en quelque sorte. Et donc, on va utiliser une charte couleur qu'on va scanner pour se renseigner sur ces déviances. Et ça va nous permettre de corriger la capture. C'est le principe des profils couleurs, en fait. La charte couleur va permettre de faire le profil du scanner, un profil couleur, une carte d'identité du comportement de l'appareil. Quand on fait un profil couleur pour un moniteur, on se renseigne sur ces déviances de manière à ce que le système de gestion des couleurs puisse afficher les couleurs justes grâce au profil. C'est ça le système de gestion des couleurs. Un profil décrit les déviances de l'appareil et c'est ce qui permet de les corriger et de faire en sorte qu'il affiche les couleurs correctement dans le cas d'un moniteur, qu'il imprime les couleurs correctement dans le cas d'une imprimante et qu'il scanne correctement dans le cas d'un scanner. Mais en fait, ça se passe sur l'image scannée, pas au moment du scan. Et ça inclut aussi votre scanning. Ah oui, oui, bien sûr, c'est couleur, nuance de gris, oui, oui, évidemment. On parle de la reproduction tonale de luminosité dans le cas d'une image de gris. Une image couleur n'est jamais que 3 images de gris combinées, auxquelles on attribue des couleurs de base, des primaires, rouge, vert, bleu. Mais typiquement, c'est le même principe. D'ailleurs, au Japon, quand on étudie la photogravure, la retouche des photos, même si au final on veut le faire en couleur, on étudie tout en noir et blanc au départ. C'est plus simple à comprendre, plutôt que de commencer directement en combinant les 3 images niveau de gris pour faire des images couleurs. Bien, donc la charte va permettre de connaître les caractéristiques du scanner et de corriger les images après, automatiquement, en attribuant le profil du scanner à l'image. Et ça, c'est des choses dont on va parler encore quand on sera sur les ordinateurs. Typiquement, on peut utiliser plusieurs types de chartes, mais la plus connue pour faire ça, c'est la IT8. Si je tape ici IT8 dans Google, je tombe sur plusieurs liens. MIR IT8 de calibrage des couleurs. Ça ressemble à ça. Au niveau du nombre d'échantillons de couleurs qui sont mesurés, en fait, qui sont, oui, mesurés, c'est ça. Ça ressemble à ça. Je vais directement passer à la partie image. Voilà. Donc, des chartes IT8. OK. Alors, les chartes sont disponibles déjà, il y a les chartes transparentes pour calibrer le scanner. Non, pas pour calibrer, justement. J'ai dit que le but n'était pas de calibrer, pour profiler le scanner, pour connaître ses caractéristiques, puisqu'il n'y a pas de modification du comportement du scanner. Ce n'est pas un calibrage à proprement parler, c'est un profilage. Donc, pour profiler le scanner, quand on scanne du transparent, il y a des chartes IT8 sur transparent. Vu que le scanner peut avoir des comportements couleurs différents au niveau de sa capture, quand c'est un petit transparent ou un grand, vous aurez des chartes transparentes grand format, 6:6, et vous en aurez d'autres du 35 mm. Voilà. Puis vous avez des chartes pour faire le profilage du scanner quand il scanne du papier, et ces chartes vont être disponibles sur
différents types de papier photo, Fujichrome, Kodachrome et d'autres, pour déjà se mettre un peu dans les conditions. Hein. Si vous scannez souvent du papier Fuji ou du papier Kodak, donc déjà se mettre dans les conditions idéales. Alors, voyons si j'en trouve d'autres ici. Ah ben voilà. Donc voilà un scanner PlusTech avec le logiciel Silverfast qui est livré. Donc logiciel qui améliore par rapport au logiciel livré avec le scanner, un logiciel qui est indépendant de la marque, qui s'achète à part, mais qui est parfois livré avec les scanners haut de gamme et qui donc permet d'améliorer la capture en fait parce qu'il a plus d'outils. Et notamment, parmi tous ces outils, il y a la mire de calibration qui est livrée. Et ici, c'est évidemment, puisque c'est un scanner pour 35 mm, c'est une mire 35 mm. Ça me rappelle que j'ai un scanner dans une armoire, il faudrait que je le ressorte, ça pourrait servir ici. Un Minolta quand même assez haut de gamme, qui a quand même une densité de scan proche du 4, je pense. Donc il va chercher du détail, ça peut être intéressant. Mais il faut que je le fasse réparer, parce qu'il a un petit problème. Je note. Le Minolta. Hein, ce genre de scanner, j'ai en fait... vous avez aussi ici un scanner 35 mm? Ah, que les V700. D'accord, parce que ça, on obtient de la meilleure qualité quand on prend un scanner spécialisé, en fait. Hein. De bonne marque, hein, pas un truc du Aldi à 50 €. Hein. Parce qu'ils en vendent aussi chez Aldi pour scanner des DIA, mais c'est des trucs bas de gamme. Ok, donc charte transparent 35 mm, là. Charte Kodak. Ok. Target, hein, color input target. Etc. Tiens, celle-là, c'est du quoi? C'est du 35 mm, ça, ou... Ouais, il faudrait que je regarde la page. Non, c'est du 6x7, en fait. C'est du 6-7. Est-ce que c'est du transparent, ça? Non. Si, c'est du transparent. Du transparent 6-7, en fait. Ouais. Bien. Comment ça marche concrètement? Bon, une fois que... D'abord, il faut scanner en désactivant tous les outils de correction automatique du scanner. Logique, hein, parce qu'on veut connaître les caractéristiques du scanner. On ne voudrait pas que le logiciel de pilotage du scanner interfère et modifie l'image de la charte qu'on scanne. Donc, on fait ce qu'on appelle un scan brut. On désactive tous les outils de correction couleur du scanner et on obtient un fichier qui est donc l'image numérique de la charte. Et cette image numérique, grâce au logiciel du scanner notamment, va être analysée. Comme vous voyez ici, on est dans Silverfast. Nous, on fera la démonstration et le test, et même on fera des vrais profils de scanner avec ViewScan, qui est un logiciel que j'ai ici, qui est un peu l'équivalent de Silverfast, mais beaucoup moins cher et qui est compatible avec des milliers de scanners directement. Silverfast est plus cher et n'est compatible qu'avec le scanner pour lequel vous avez acheté la version de Silverfast. Donc, si vous n'avez pas de problème d'argent, vous allez vers Silverfast. Sinon, ViewScan est une bonne solution. En tout cas, ces deux logiciels de pilotage de scanner qui sont indépendants de la marque du scanner, hein, qui est un fabricant externe, permettent de faire le profil du scanner. C'est ce qu'on voit ici. Donc, la charte, il faut faire correspondre les petits carrés de mesure du logiciel avec les carrés de l'image numérique, la charte numérisée. La différence entre ce qui est sur la charte, la couleur qui est sur la charte et la couleur qui est mesurée là, c'est la déviance du scanner. Toutes ces déviances qui vont être analysées, mesurées, vont créer le profil du scanner, en quelque sorte sa carte d'identité couleur, sa carte des déviances. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir automatiquement corriger les couleurs de vos photos ou les gradations dans le cas d'images noir et blanc. OK? Jusque-là, vous suivez?
Bon, donc le logiciel de pilotage du scanner crée le profil du scanner et vous scannez ensuite vos photos en brut et dans Photoshop, vous attribuez le profil du scanner à vos photos et elles vont changer d'aspect, elles vont s'améliorer. Les couleurs seront vraiment celles de l'original. On peut aussi utiliser au moment où on scanne le profil. Si le logiciel le permet, on peut indiquer quel est le profil de scanner et la conversion, l'attribution du profil, les corrections de couleurs se font directement au moment où on scanne. Mais ce n'est toujours pas de la calibration, parce qu'on n'agit pas vraiment sur le matériel lui-même. Enfin, c'est ambigu. Ça dépend ce qu'on entend par calibration. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chartes, bon, ben, faire une charte couleur sur papier, comme ça, papier photo, ça, c'est un processus quand même où il y a des variables. Il y a des variables, c'est-à-dire, c'est pas facile d'avoir exactement la couleur qu'on veut sur le papier. C'est pour ça que chacune des chartes, séparément, vraiment chaque charte, et après sa production, elle est mesurée en laboratoire. On mesure les couleurs qui sont sur la charte. Et chaque charte est livrée avec un petit fichier qui décrit quelle est la couleur qui est réellement sur la charte. D'accord? Donc, utiliser une charte sans avoir le fichier de référence de la charte, ou en utilisant le fichier de référence d'une autre charte, c'est foireux. Donc, c'est normal, hein, c'est parce que c'est tellement difficile d'obtenir sur le papier exactement la vraie couleur qu'on veut. C'est pour ça que les chartes, puisque ce sont des instruments, ça participe à la mesure, les chartes, il faut que ce soit précis. Eh bien, on les mesure en laboratoire, on décrit leur déviance en quelque sorte. Par rapport à la couleur qu'on voulait qu'il soit sur la charte, le petit fichier de référence qui vient avec la charte va décrire les déviances de la charte, quelles sont les couleurs qui sont réellement dessus. Et au moment où on fait le profil du scanner, il va falloir que ce fichier soit disponible. On a scanné la charte, mais il faut aussi indiquer quelles sont les vraies couleurs sur la charte. Vous voyez un peu le processus? Vous suivez? On scanne la charte, le logiciel de pilotage analyse les déviances entre ce qu'il y a dans l'image numérique et ce qu'il y a sur l'original, la charte. Mais il faut vraiment savoir ce qu'il y a vraiment sur l'original, et ça, c'est le fichier de référence de la charte qui le dit. Ah, c'est précis, hein? Ok, je vais aller faire un petit tour sur eBay. Sur eBay, ouais. Ah oui, ça paraît bizarre, mais pour aller voir un peu les prix des chartes. Ok. Alors, sur eBay. Charte IT8, Target. Ok, donc une 65 € pour une 35 mm en fait. Hein. Kodak, ça c'est du film Kodak. C'est costaud, hein. Ou offre directe. Hein. Vous pouvez proposer 55 et il va peut-être accepter. Donc elles doivent chaque fois venir absolument avec leur fichier. Tiens, une à 100 € ici. C'est du costaud quand même. Ah, voilà une réflective ici. Réflectif, tiens, celle du dessus, c'était du réflectif aussi. 10 x 15 cm sur papier Kodak, 69 €. Donc, du 5 x 7, c'est la même chose. Non, c'est plus grand. 31. Enfin, vous voyez les prix, c'est costaud. Hein. Bon, on arrive sur autre chose. Plus rien à voir. Finalement, il n'y a pas beaucoup. Hein. En fait, il faut savoir que faire le profil d'un scanner, c'est assez peu répandu. Ça se fait assez peu souvent. On fait plutôt des profils d'imprimante, ça oui, c'est très souvent, des profils d'écran encore plus souvent, mais les profils de scanner, c'est assez peu répandu. Ce dont tu me parles là, c'est encore autre chose. Ce sont des pré-réglages dans le logiciel du scanner où tu dois indiquer quelle est la gomme de la pellicule que tu scannes, Kodak, Fuji, etc. Parce qu'en fait,
Les fabricants de films ont chacun des films couleurs qui ont certaines caractéristiques et c'est un pré-réglage qui est très important quand tu scannes en couleur surtout. Oui, pas vraiment quand tu scannes en noir et blanc, hein. Non, c'est quand on scanne en couleur parce que la couleur de la gomme, le rendu est différent suivant que c'est un film Kodak, Fuji, etc. Et donc ça, oui, c'est déjà, ça c'est ce qu'on appelle les profils de films en fait. C'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose, des profils de films, et on peut aussi en faire soi-même des profils de films. C'est encore plus rare que faire des profils de scanner. Donc en général, on utilise ceux qui sont livrés avec le logiciel de pilotage du scanner, les profils de films. Donc le fait que tu indiques que tu utilises un profil de film au moment où tu scannes, en plus de ça, tu peux aussi faire utiliser le profil du scanner, hein. Je veux dire, tu utilises le profil du film pour que le scanner scanne mieux ce type-là de négatif couleur. Mais ça n'empêche qu'en plus, tu peux avoir le profil du scanner qui va affiner encore plus le résultat. Voilà. Ah, évidemment, si tu scannes un film Kodak en indiquant que c'est du Fuji, tu vas avoir un résultat pourri, hein. Ça va demander plus de correction couleur manuelle après. Oui, oui. Et pour les scanners, si vous n'avez pas fait le profil avec une charte, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le profil générique. Même chose pour les écrans et les imprimantes. Si vous ne voulez pas faire des profils spécifiques avec le système de la charte ici pour le scanner ou le système de la sonde pour l'écran et pour l'imprimante, eh bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les profils génériques. Donc, c'est fourni par les fabricants. Sur le site des fabricants, vous allez trouver, pour cette marque-là, pour ce modèle-là, voilà le profil quand on scanne tel type de document. Profil générique. Et de toute façon, dans le logiciel de pilotage original du scanner, ils y sont. Donc, c'est une solution. Il faut déjà comprendre que ça existe et les utiliser. Profil générique. Voilà, ici, par exemple, dans Google, j'ai tapé Generic Color Profile Scanner Epson et je tombe sur profil ICM, International Color Management, c'est donc la norme des profils, hein, pour scanner Epson 4990. Et c'est quelqu'un indépendant d'Epson qui l'a fait, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a une charte et qui a fait le profil d'un scanner Epson de ce modèle-là et qui la met à disposition. Donc, pour un usage générique, faute de mieux. Ben, ça veut dire qu'en fait, il vaut mieux faire un profil spécifique pour votre scanner à vous, votre matériel, parce que évidemment, c'est la même chose que pour les chartes tout à l'heure. Produire deux matériels, deux appareils qui fonctionnent exactement de la même manière, ce n'est pas facile. Ils peuvent capturer différemment. Comme deux moniteurs de la même marque, du même modèle, peuvent afficher les couleurs différemment. OK. Donc, deuxième lien ici, téléchargement gratuit de profil ICC. Bon, c'est la même chose, hein. ICM, ICC, International Color Consortium. Ça, c'est la série de marques qui se sont mises ensemble pour créer la norme de profil couleur. Avant, c'était propriétaire. Avant, chaque marque avait son système de contrôle de la couleur. Et puis, le ICC est arrivé, donc International Color Consortium. Alors, allons voir un peu là-dessus les profils. Là, il vous explique ce qu'est un profil couleur. Ah oui, il vous montre la différence entre le résultat avec un profil générique, donc tenter de corriger les déviances du scanner en utilisant le profil fourni par le fabricant, ce qu'on appelle un profil générique, et avec le profil personnalisé que vous avez fait grâce à une charte IT8, en fait. Donc, il y a une différence. Et je suppose qu'avec le profil personnalisé,
si je lisais dans le texte, évidemment, il dirait que l'image numérique, au final, représente des couleurs qui sont celles de l'original opaque ou transparent qu'on a scanné. Ok. Ah oui, ça, ce sont des tests, en fait. Ce sont des couleurs de référence que tout le monde connaît, en fait. Si ce genre de choses ne sont pas justes, on le voit tout de suite, en fait. Des couleurs de référence. Dans vos photos, si vous voulez donner l'impression que les couleurs sont bonnes, il faut absolument que les objets que tout le monde connaît, par exemple, typiquement une banane, c'est un jaune particulier, la banane. Il faut que dans vos photos, la banane ait le jaune banane. Ça va aider le spectateur, ça va lui donner l'impression que la photo, au niveau des couleurs, tout le reste est juste et naturel. Bon, donc on fait fort attention aux couleurs de référence, et c'est ce qui montre ici sur les chartes, la charte Onyx, pour faire des tests, pour voir si le scanner capture bien les couleurs. Typiquement, la peau du visage, ici, on sent tout de suite si la couleur change, que c'est pas bon, en fait. La bouteille de champagne, les fromages, ce sont des choses, on sent tout de suite si les couleurs sont pas bonnes. OK? Bien, alors où sont les profils à télécharger? Bon, OK. Bon, il y a des pages, il y a des liens vers d'autres pages, en fait. OK, mais je pense à ça. OK, donc les profils génériques, moins bien que les profils, spécifiques que vous faites, vous-même. Alors, je vais aller voir, autre chose ici. Bah, d'abord, oui, j'étais sur eBay, .be, c'est assez limité. Il est possible que si je vais sur ebay.com, ça va élargir le choix. Mais ça va me montrer des choses que je n'ai sans doute pas possibilité d'acheter parce qu'ils ne livrent qu'en Amérique du Nord. Enfin, voilà. Oui. Tiens, ils en vendent une ici à 700 $. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et celle-là. Quand même spécial, hein, ça. Bulgarie. Ça sent mauvais, ça. Oui, ah oui, sur film Fuji sans azote. Vous voyez, vraiment, elles sont spécifiques. C'est pour se mettre vraiment dans les conditions du film que vous allez scanner, hein. C'est pour optimiser le profilage du scanner, autant utiliser une charte qui est sur le type de papier ou de film que vous allez réellement utiliser. Tiens, tiens, voilà un scanner de diapositives. Vous voyez que c'est toujours des prix assez costauds, hein. Attends. OK, ça va? Oui, il y en a pas plus que de l'autre côté, finalement, pas vraiment plus. C'est quelque chose qui se fait, c'est Pour un scanner, ça ne doit pas être fait régulièrement, en fait, hein, non, non, ça ne doit pas être fait très régulièrement pour un scanner, c'est pas le genre d'appareil qui va changer de comportement. Il est indépendant de l'éclairage ambiant, évidemment. C'est vrai que la lampe peut vieillir, ça, c'est vrai. De toute façon, il faut attendre qu'il chauffe avant de scanner. Ça, c'est une chose que vous savez, hein? Bien qu'il y ait des scanners maintenant qui, se vantent d'être utilisables, tout de suite après l'avoir allumé. Ils utilisent des diodes, des LED, à la place de l'éclairage des fluorescent. Oui. Mais un scanner, quand vous scannez, il faut le laisser chauffer. Il y a une mise, c'est la lampe en fait qui va,
réagir différemment. Il faut du temps pour donner plein pot, quoi, pour fonctionner plein pot, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose de connu. D'ailleurs, certains logiciels de pilotage de scanner ne vous laissent pas scanner tant que on n'a pas attendu 10 minutes après avoir allumé, quoi. Alors, je vais ici aller voir sur ColorRed. Voilà, ColorRed, est-ce que c'est ça? Non, colorred.de. Ok, je vais le taper directement là. Ah non, il est là. Voilà. Donc, eux, ils vous font des chartes IT8. Oui, le petit numéro qui est près le 8 indique s'il s'agit d'un opaque, un transparent et la dimension, en fait. Donc, 8.7, voilà. On voit directement de quel type de charte il s'agit. Voilà, et vous avez même sur la charte la date de création de la norme, en fait. Voilà. Et donc, ils vous font des chartes moins chères. IT8, voyez un peu, le 35 mm, ici, 35 mm, le F3. IT8, 35 mm. Ah, ça, c'est pour les anciens Fujichrome, les anciens films Fuji, en fait. Je vais quand même essayer de retrouver un pour les films Ektachrome modernes, voilà, le 4.3. OK, pour les scanners de dia, quoi, de diapo. Ben voilà, 25, c'est quoi ça? C'est 25, oui, quand on en achète de 1 à 4, c'est 25 € pièce. Tiens, 25 $ aussi. Rigolo ça. Plus que 4 chartes, 21 € et entre 50 et 500. Voilà. Mais je vois pas trop qui pourrait acheter entre 50 et 500 chartes. Voilà, donc vous voyez les prix par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est un peu plus bas quand même, hein. Les prix sur eBay, là, les chartes 35 mm qu'ils vendaient, c'était dans les combien? Entre 50 et 100 €, quoi, à peu près, hein. En voilà une pour un Ekta 4-5 pouces. Donc à 65 €. OK. Donc voilà, on utilise une charte positive pour, faire le profil du scanner, mais évidemment après, une fois qu'on connaît les déviances du scanner, quand on scanne les négatifs, ça marche aussi, hein. Le négatif, c'est aussi de la couleur, hein. Bon, moi j'ai un passé de photograveur, donc c'était 12 heures par jour en train de faire de retouches photos, hein. À une époque où la photogravure était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire les exigences de qualité étaient plus élevées. Hem, les années 90, début des années 90, heu et donc moi je peux vous dire que scanner un film, négatif couleur, je parle pas de négatif noir et blanc, mais négatif couleur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'il faut corriger la coloration de la gomme. Oui. Que le papier photo, corrige évidemment, c'est prévu pour, mais quand on scanne, beh, il faut arriver à transformer, le négatif couleur, en quelque chose qui est correct et c'est quand même très difficile. Donc il y a on en a parlé tout à l'heure, il y a les profils de films, vous devez déjà indiquer quel est le type de film que vous, scannez. Est-ce que c'est du Fuji, du Kodak et et en fait, souvent on scannait plutôt un tirage photo. Un tirage photo, genre, 20-30 centimètres, du négatif, et le résultat était meilleur à la fin. D'accord? Donc vous scannez du négatif noir et blanc et ça, c'est excellent, il y a aucun problème. Il vaut mieux scanner le négatif que le tirage photo. Parce que le tirage photo, vous allez avoir des pertes, tandis qu'avec le négatif, vous allez pouvoir aller chercher du détail vraiment, très loin.
avec un bon scanner qui a une bonne densité, c'est-à-dire une capacité à aller chercher du détail dans les parties foncées. Donc voilà, déjà je vous informe de choses que peut-être vous ne connaissiez pas aussi. Ça paraissait évident pour vous, ce genre de choses? Non? Ben voilà. Scanner des négatifs couleurs, c'était pas prévu dans votre programme? Pas encore? Ça va être prévu? L'an prochain? L'an prochain, vous ne faites pas que du numérique, vous faites aussi du négatif. Ah oui, donc vous allez peut-être être amené à faire du négatif couleur et scanner du négatif couleur. Ok. Il y en a qui envisagent de faire plutôt de l'ECTA, du positif plutôt que du négatif? Ah oui. Ouais, on vous a expliqué les différences, les contraintes de l'ECTA. L'ECTA, le positif, il faut avoir tip-top la bonne exposition aux lumières. Il y a une plus grande dynamique couleur, mais il faut qu'il soit bien exposé à la bonne... tandis que le négatif, s'il y a plus de latitude, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la bonne quantité de lumière dessus, c'est rattrapable. Avec le positif, ça devient très difficile. Donc ça, c'est déjà une chose. Au niveau sensibilité aussi, hein, vous aurez plus de sensibilité avec le négatif qu'avec le positif. Alors, une question qu'on va se poser à un certain moment, c'est qu'est-ce qui capture mieux les couleurs de la réalité? Le film couleur ou l'appareil photo numérique? Et on va répondre à la question de manière scientifique en analysant des courbes spectrales, en fait, à un certain moment. Je ne sais pas si, a priori, vous pouvez répondre à la question qu'est-ce qui capture mieux les couleurs de la réalité? Si je veux rendre les couleurs de la réalité, est-ce qu'un appareil photo numérique sera meilleur qu'un film couleur? Vous n'avez pas une petite idée? Oui. Le numérique, vous pouvez faire une balance des blancs, oui. Bon, je peux déjà vous donner la réponse, en fait. Le numérique va capturer mieux les couleurs de la réalité. Mais on va analyser la sensibilité des capteurs, en fait. Et on va comparer ça avec la sensibilité à la couleur d'un film couleur. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des contraintes au niveau de la chimie du film couleur qui font qu'il y a des incohérences au niveau de la sensibilité aux couleurs. Par contre, le film couleur, bon, il y a des avantages en conditions difficiles. Bien, tout ça est très complexe en fait. C'est très complexe parce qu'on ajoute de la nouvelle technologie à de l'ancienne. C'est assez complexe. Et les choses évoluent en permanence. Donc voilà, le site ColorRed, c'est pas mal. Ok, donc conserver les profils incorporés. Dans le cas où j'ouvre des images RVB qui ont des profils inclus, ou CMJN qui ont des profils inclus, ou niveau de grille qui ont des profils inclus. Donc des images à une seule couche, niveau de grille. Mais si l'image n'a pas de profil, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut m'avertir. Donc je coche ici, profil manquant, choix à l'ouverture. Voilà. C'est tout ce qu'on va cocher ici, je pense, parce que choix à l'ouverture, est-ce qu'on veut que, quand le profil est différent du Adobe RGB, est-ce qu'on veut... Ben non, puisqu'on a demandé qu'il ouvre l'image avec le profil inclus, en tenant compte du profil inclus dans l'image. Donc, on ne va pas cocher choix à l'ouverture ici. Bien, alors, est-ce que vous voyez chez vous qu'il est inscrit synchronisation ou désynchronisation? Désynchronisation. Ça veut simplement dire que dans les autres logiciels Adobe, ce ne sont pas les mêmes réglages. Et donc, vous allez devoir faire en sorte que les autres logiciels Adobe, Illustrator, InDesign, etc., utilisent les mêmes réglages. Comme ça va déjà limiter les problèmes de transfert d'image d'un logiciel à l'autre. Et pour faire ça, vous allez cliquer sur « Enregistrer » ici. Et dans le dossier qui vous propose là, qui est le bon dossier, le dossier Color de Adobe, vous allez enregistrer votre
description. Donc, je peux appeler ça le 75 mars 2015. Voilà. Bon, vous pourriez mettre un commentaire autre que celui-là si vous voulez. C'est vrai. Hein? Quand on enregistre, c'est un problème. Toi, Donc, c'est un point, c'est celui qui décrit les réglages couleurs de Photoshop, en fait. et la cigare, en fait, je dis, le sport, sur sur PSD, je sais pas le mot exact. Tu veux dire quand on enregistre ça, le point CSF, là donc, c'est un point color setting, hein, donc c'est les réglages couleurs, c'est juste à destination uniquement de la boîte ici de réglage couleur. Hein. C'est juste quand on veut enregistrer les réglages couleurs, les choix qu'on a fait, et quand on veut les recharger. Ça n'est pas une image, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Je sais même qu'il avait pas, je sais pas sur quel code. Ah, quelle extension? Ah, tu ne voyais pas l'extension? Ah, vous ne la voyez pas? Ah, c'est peut-être parce que votre Mac est réglé pour une utilisation pour Monsieur Tout-le-Monde le dimanche, Pépé qui retouche ses photos. C'est-à-dire ne pas voir les extensions, mais on va voir si on peut les faire apparaître peut-être. Et si vous allez au niveau du Finder, dans Finder Préférences, au niveau du Finder, dans Finder Préférences, est-ce que dans les options avancées, vous avez la possibilité de cocher ceci? Afficher toutes les extensions de fichiers. Oui. Ben, vous le cochez, comme ça, c'est l'utilisation professionnelle d'un Mac. Voilà, les extensions vont apparaître. En dessous? Au niveau du Finder, dans le menu Finder, Préférences, et c'est les options avancées. Sur Windows, vous avez le même principe. On peut faire apparaître des extensions, mais oui, c'est à peu près le même principe. Il y en a qui travaillent sur Windows ici? Non, oui. Personne ne travaille sur Windows, donc je ne vous montre pas comment faire sur Windows pour faire apparaître les noms des extensions. OK. Et donc voilà, j'ai enregistré le panneau, hein, donc la description du panneau. Pour l'instant, je suis avec ce paramètre-là, le 75 mars 2015. OK. Bon, donc si tu n'arrivais pas à enregistrer, c'est parce que tu avais tenté d'enregistrer en mettant un slash dans le nom du fichier. Donc des underscores, ça marche, mais des slash comme ça, il ne faut jamais faire ça, parce qu'en informatique, c'est ce qui indique qu'on passe d'un dossier à un sous-dossier. Voilà. Bien, à partir de là, on va aller dans Bridge. Est-ce que vous avez Bridge qui est installé? Bien. Voilà. Et dans Bridge, vous allez dans le menu Édition, paramètres de couleurs. Et alors, dans la liste des paramètres couleurs ici, vous devriez trouver celui que vous avez enregistré. Où est-il? Là, voilà. Test pour le cours de colorimétrie au 75. Et je clique sur Appliquer. Et là, ça veut dire que d'un coup, tous les logiciels Adobe ont ces réglages couleurs. Et quand vous retournez dans Photoshop au niveau de édition couleur, il devrait être indiqué que maintenant c'est synchronisé. Alors que tout à l'heure, c'était désynchronisé. Donc c'est ça que ça veut dire. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Quand ils mettent des messages, parfois c'est intéressant de les lire. Vos applications sont synchronisées à l'aide des paramètres de couleurs identiques pour une gestion des couleurs homogènes. OK. Donc, c'est limpide, évidemment. Cette phrase, non, absolument, c'est incompréhensible. C'est le genre de phrase qui ne nous aide pas. Ça n'aide que ceux qui ont déjà compris. Ils sont très doués chez Adobe pour écrire des phrases. Pourtant, c'est
C'est simple, hein. Bon, mais pour l'instant, on va rester dans Photoshop et on va faire une nouvelle image. Fichier nouveau. Nouvelle image. Au niveau des paramètres avancés, ça va être du Adobe RGB. Donc, l'image va être prévue pour le matériel standard, voilà, pour le graphiste professionnel. Donc, c'est une image qui va avoir, attention, il faut régler ici, format Photoshop par défaut, par exemple. Ben non, il me met du 16/12, ça va pas. Ah non, 16/12 cm, d'accord, je suis en centimètres pixels. OK, format Photoshop par défaut, oui, ça peut être bien. Donc, ça me fait 1890 pixels sur 1417 à une résolution de 300 pixels par pouce, mais on verra plus tard que la résolution n'a aucune importance dans Photoshop. Contrairement à ce qu'on vous dit parfois. Moi, j'ai pas du tout les mêmes. Non, parce que vous n'êtes pas dans le même Photoshop que moi, en fait. Vous avez combien? On se met sur nous. Non. Ouais. Moi, dans le 4 454 sur... OK, c'est bon aussi, mais vous pouvez mettre ça si vous voulez. À peu près, ça n'a aucune importance tant que vous avez des pixels dans l'image, puisqu'on va tester des couleurs de toute façon. Donc, la netteté n'a pas beaucoup d'importance. Donc, une image de 10 en pixels, hein. Voilà, comme ça chez moi. OK. Alors, cette image, je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Faites un dossier pour aujourd'hui. Hein. Et je vais l'enregistrer en lui donnant le nom, un nom qui indique pour quel matériel elle est prévue. Image en Adobe RGB, et je peux même préciser, c'est un peu bête, mais quand même pour l'exercice c'est bien, c'est une image RGB qui est en profil Adobe RGB, ou alors on pourrait dire pour sortie du matériel Adobe RGB. Voilà. Une image RGB qui est prévue pour être sortie sur du matériel Adobe RGB. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit que c'est une image avec un profil Adobe RGB, ça veut dire qu'elle est prévue pour être sortie sur du matériel Adobe RGB. Voilà. En bas à gauche, vous avez toujours le profil qui est indiqué parce que dans le petit menu, je ne sais pas si ça a changé par rapport à la fois passée, on avait été demandé profil du document pour que le petit cartouche en bas à gauche m'indique quel est le nom, quel est le profil dans lequel travaille l'image. OK. À partir de là, je vais aller dessiner à la brush quelques couleurs rapidement choisies. Donc des couleurs rapidement choisies. C'est juste un test. Vous allez faire quelques couleurs. Voilà. OK. Mais oui, des couleurs unies, ce sera plus facile pour aller mesurer après. Bien. Ah, tiens, je peux prendre du noir aussi. Là. Voilà du noir. Et je vais laisser un peu de blanc aussi. Voilà. OK, superbe image. Je suis content de moi. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis en forme. Bien. Bien. Donc, si j'y vais à la pipette et en demandant au menu fenêtre information, je vois quelles sont les valeurs RVB de ces différentes couleurs. Donc, ces valeurs RVB sont celles qui produisent ces couleurs-là dans l'environnement Adobe RGB. Si j'envoie ces valeurs RVB-là sur un autre matériel RGB qui n'est pas Adobe RGB, ça va donner des couleurs un peu différentes. Ça va décaler. Donc, on est bien d'accord, ces valeurs RGB-là produisent ces couleurs-là sur du matériel Adobe RGB.
Et vous allez dire, mais tiens, et si mon écran n'est pas Adobe RGB? Mais ce n'est pas un problème parce qu'en fait, Photoshop simule dans la fenêtre de l'image un affichage Adobe RGB sur votre écran qui n'est pas nécessairement Adobe RGB. Donc, il faut considérer que la fenêtre de l'image est une espèce de simulation d'un appareil. C'est ce qu'on appelle la compensation à l'affichage. On en a parlé la fois passée, je pense. Bien. Alors, on va faire une version CMJN de cette image et on va conserver la version RVB là. Et pour arriver à faire ça, je vais donc dupliquer l'image dans Photoshop. C'est une des solutions. Menu Image, dupliquer. Et je vais la renommer au passage. Ça va être une image CMJN pour une sortie Fogra 27, c'était ça? On va faire du Fogra 27. Je crois que c'est comme ça que c'était réglé tout à l'heure. Donc, image CMJN pour sortie Fogra 27. Mais évidemment, pour l'instant, l'image dupliquée, ce n'est pas une image CMJN, c'est toujours du RVB pour du Adobe RGB. Donc, je n'ai fait que dupliquer l'image et la renommer. Et maintenant, je vais réellement faire en sorte que ce soit une image pour du Fogra 27. Bon, je vais juste vérifier que dans édition couleur, c'est bien le Fogra 27 qui est indiqué. Non, c'était le 29, misère. Ok, je suis mal barré. C'est pas grave, je vais faire la suite de l'exercice en fonction de ça. Ok. Vous avez écrit aussi Fogra 27? Bien. Donc, c'est encore une autre norme qui n'est pas celle que j'avais été pré-réglée ici, mais qui existe, elle est là. OK. Alors, voilà, je vais convertir cette image pour du Fogra 27. Menu Édition, attribuer un profil. Alors, avant de faire ça, moi, je vais afficher la palette des couches pour qu'on comprenne bien qu'en fait, on a pour l'instant affaire à une couche, à une image RVB. Et dès que j'aurai attribué un profil CMJN, ça va faire 4 couches dans la palette des couches. Donc, menu Édition, attribuer. Non, excusez-moi, je me gourre. Et personne n'a rien dit en plus. C'est pas attribuer, c'est convertir en profil. Édition, convertir en profil. Il ne s'agit pas d'une image CMJN pour laquelle je suis en train de dire à Photoshop que c'est du Fogra 27. Non, je veux vraiment la transformer en Fogra 27. Donc, c'est convertir en profil. Voilà. Donc, espace source, c'est du Adobe RGB. Ça, je ne peux pas changer. L'image est Adobe RGB, c'est pas là que je vais le changer. Ensuite, espace de destination, je vais choisir Fogra 27 ici. Voilà. OK. Et vous remarquez que, ben oui, les couleurs ternissent. Si vous avez utilisé des couleurs vives, elles se sont ternies parce que le CMJN, c'est limité, en fait, au niveau de la reproduction des couleurs. Et c'est tout le talent du photograveur, du chromiste, d'arriver avec un espace limité comme ça au niveau des couleurs, à quand même reproduire sur le papier des images qui ont du punch. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire de la retouche sur cette image pour essayer d'améliorer les choses, pour qu'elle ait plus de punch, notamment de l'accentuation des détails, filtre, renforcement, accentuation. Ça pourrait être une solution pour augmenter le punch dans cette image. Voilà. Vous voyez, filtre, renforcement, accentuation. Vous voyez que, bon, ça modifie l'image, mais ça peut lui donner plus de dynamique. Évidemment, on s'éloigne peut-être un peu des couleurs qui étaient dans l'image RGB. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'avec un peu de bidouille, on peut tenter d'améliorer les choses, un peu de retouche, avec les courbes aussi, essayer de faire les choses bien. Mais je vais cliquer sur Annuler ici, je garde les couleurs telles qu'elles sont là. Bien, donc les profils en Photoshop. On a parlé la fois passée des profils ProPhoto, Adobe RGB et sRGB. Et il y avait aussi le NTSC. Oui, on a manipulé un peu les 4 types de profils. 4 types de profils, 4 profils RGB pour comprendre un peu comment ça fonctionne.
Maintenant, on va intégrer à l'explication des profils CMJN. Alors, on va aller voir comment Photoshop est réglé. Donc, dans le menu Édition Couleur. Dans le menu Édition Couleur, quel est l'espace par défaut de Photoshop? Comment est-ce qu'il est réglé? Normalement, l'idéal, c'est que ce soit du Adobe RGB. Ok. Parce que ça veut dire que quand vous faites une image dans Photoshop, elle est prévue pour du matériel Adobe RGB. C'est un espace couleur large, professionnel et connu partout. Il est sur tous les ordinateurs, ce profil. Donc, il n'y aura pas de problème si on transfère une image Adobe RGB chez quelqu'un. Et il va de toute façon, même si le profil n'est pas actuel à l'image, il saura voir les couleurs correctement. Donc, Adobe RGB. En ce qui concerne le CMJN, voilà, vous avez en fait des profils modernes qu'on appelle les faux gras. Alors, tout ça correspond à des presses, aux presses offset, mais avec des papiers différents. Faux gras 27, faux gras 39, faux gras 29, faux gras 28. Donc, je vous rappelle que web, dans ce cas-ci, veut dire alimentation par bobine. Ça n'a rien à voir avec l'Internet. Les profils américains et japonais, vous n'allez pas les utiliser puisqu'il y a peu de chances que vous allez envoyer vos documents imprimés là-bas. Donc, c'est à discuter avec l'imprimeur. Quel est le profil CMJN qui correspond au papier qui va finalement être utilisé? Bon, par exemple, l'imprimeur va vous dire c'est du faux gras 29, donc vous choisissez faux gras 29. Certains imprimeurs vont encore fonctionner avec les anciens standards Euroscale Coated et Uncoated. Bon, donc ici, je vais prendre le faux gras 29 qui correspond à du papier non touché, ça veut dire du papier qui n'a pas été pelliculé pour empêcher que l'encre entre dans les fibres. C'est du papier graineux, typiquement celui qu'on utilise pour faire des cartons d'invitation, donc du papier qui a du style, mais pour le rendu photo, c'est pas génial. L'encre rentre dans les fibres et ça assombrit tout. La dynamique des photos n'est pas géniale, donc c'est difficile. Donc, tu demandes le mieux pour les impressions chez vous sur jet d'encre, en fait. Oui, mais en fait, vous allez envoyer du RGB sur votre jet d'encre. Oui. En ayant fait le profil pour bien faire de votre imprimante avec le papier que vous voulez utiliser. Ou les profils avec les papiers que vous comptez utiliser. C'est l'idéal. Donc, le CMJN ici, le faux gras 29, c'est une norme d'impression offset et c'est plus limité que le jet d'encre, en fait, au niveau rendu des couleurs. Donc, intéressant si on veut envoyer chez un imprimeur, mais si vous voulez imprimer vous, chez vous, sur votre jet d'encre, vous n'allez pas utiliser ça. Vous allez faire votre propre profil ou alors le profil générique du fabricant de l'imprimante. Alors, au niveau des règles de gestion des couleurs, qu'est-ce que ça dit? Conserver les profils incorporés dans les 3 cas? OK. Oui, on va choisir conserver les profils incorporés. Ça veut dire que quand on ouvre une image, elle s'ouvre avec le profil qu'elle contient. Si elle en contient dans les métadonnées. Si la personne qui a enregistré l'image a pensé à indiquer pour quel profil elle était prévue. Bien. Donc, l'image CMJN, ce sont des quantités d'encre. Avec la pipette et la palette d'informations, je vais aller mesurer ça. Voilà. Menu fenêtre, information. Et donc, voilà. 90 de cyan, 0 de magenta, 100% de jaune, etc. Vous avez les différentes valeurs qui sont là. OK. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 fois CMJN? C'est simplement parce que quand vous êtes sur l'image RVB et que vous mesurez une couleur, vous avez la vraie couleur qui est à gauche dans la palette et ce que ça donnera quand ce sera converti en CMJN à droite. D'accord? Vous allez dire, mais pourquoi c'est pas la même chose? Quand je vais mesurer mon orangé, là, oui, un peu. C'était le bleu que j'avais mesuré. Oui. Alors, 88, 75, 00. Et là? 98, 71, 00. Complètement différent. Il y a beaucoup plus de cyan là. Pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Ça, c'est pas évident. Si quelqu'un a compris pourquoi, il a toute ma gratitude.
Pourquoi est-ce que quand je vais mesurer la version convertie en faux gras 27, quand je vais mesurer le bleu, là, j'ai 88 de cyan et 75 de magenta, alors que quand je suis sur l'image RVB, la palette des infos me dit, tiens, tu vas obtenir que si tu convertis cette image, tu vas obtenir 98 et 71. C'est parce qu'en fait, ça vous montre ce que vous allez obtenir si vous convertissez vers le profil qui était indiqué dans édition couleur. Le profil de presse, il avait été indiqué du faux gras 29. Et là, on a fait une conversion vers du faux gras 27. C'est pas les mêmes conditions d'impression, c'est pas le même papier en fait. Donc, pour reproduire la couleur, ça c'est important à comprendre. Pour reproduire la couleur RGB que je vois là, il faut des quantités d'encre sur magenta jaune noir différentes suivant le type de papier que j'utilise. Ben oui, le papier absorbe plus ou moins l'encre, réagit plus ou moins, et voilà. Et c'est pour ça que ceci, ça correspond à ce qui est indiqué dans édition couleur. OK. On va faire juste un petit test maintenant. On va faire une version pour du faux gras 29. Vous allez faire sur l'image RVB, vous allez faire image dupliquée. Et cette fois-ci, je ne vais pas me bourrer. J'ai bien indiqué que ça va être une image CMJN pour sortie faux gras 29. Voilà. Donc, faux gras 29 au-dessus, faux gras 27 en dessous, mais évidemment, au-dessus, c'est toujours du RGB Adobe, en fait. Il n'y a que le nom qui a changé. Je travaille sur cette image que je viens de créer et je vais la convertir vers du faux gras 29. Et on va voir ce que ça va donner. Édition, convertir en profil. Je convertis vers du faux gras 29 cette fois-ci. Où est-il? Là, le uncoated faux gras 29, voilà. Et voilà. Je vais mesurer. Et ça marche. Le bleu, il a bien le pourcentage d'encre que j'avais vu de l'autre côté, 98-73. Oui, c'est vrai que ça peut un tout petit peu changer. 98-71. Je vais vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, en gros, c'est bon. Ici, le rangé chez moi, 42-94. Ici, 41-98. Oui, ça a changé un peu. Par contre, là, ah oui, quand même, 50% de magenta, là. OK. Ça va? Donc, ça, c'est les quantités d'encre nécessaires pour reproduire les images, les couleurs RGB de départ, mais sur du matériel CMJN, sur du papier non couché, de faux gras 29. Et vous avez peut-être des couleurs différentes parce qu'en fait, les performances du papier ne sont pas aussi bonnes. Le papier graineux n'est pas aussi bon que le papier lisse, et donc, on peut voir des limitations. Pour une des couleurs que j'avais choisies, on le voit. OK. Alors, le blanc reste du blanc dans tous les cas. Par contre, le noir est créé par des quantités d'encre différentes. Oui. OK. Bon. Alors, si les valeurs d'encre ne sont pas les mêmes entre ce qui était prévu et ce que j'ai obtenu pour le faux gras 29, donc 98, je regarde ici, ou même à gauche, là d'ailleurs, 98, 73 là, et ici, on m'avait dit que ça allait être du 98, 71. C'est sans doute parce que le mode de rendu n'est pas le même, en fait. Et ça, on n'en a pas encore parlé. Je vais juste aller faire un test ici, dans édition couleur.
Les modes de rendu, ce ne sera pas pour aujourd'hui, vous avez deviné, ce sera pour une prochaine fois. Je vais aller mettre ici le mode perception à la place de colorimétrie relative qui était indiquée. OK. Et là, ça se rapproche en fait. Hein. Là, on m'a dit qu'en mode de rendu perception, si je fais une conversion vers le faux gras 29 qui est indiqué là dans édition couleur, OK. En mode perception, la quantité d'encre pour faire ce bleu sera 98,74. Si je vais mesurer ce que j'ai réellement obtenu là, 98,73, parce qu'en fait, la conversion s'est faite en mode perception. Je vous remontre l'opération, la dernière qu'on avait faite, image dupliquée. C'est une image CMJN pour sortie faux gras, donc c'est du 29. Je vais dire que c'est la nouvelle. Voilà. Et on avait été faire édition, convertir en profil sur cette image. Donc, édition, convertir en profil. On avait dit qu'on convertissait vers le faux gras 29 et le mode de transformation était perception. Voilà. C'est pour ça, ça venait de là la différence qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, je suis allé mettre dans édition couleur, perception aussi, la palette des infos m'indique bien ce que ça donnera si je convertis cette image RVB vers du faux gras 29 en mode perception. Donc, pour l'instant, perception, colorimétrie relative, etc., ça ne vous dit pas grand-chose, sans doute. Quoi qu'on en a un peu parlé lorsqu'on a fait le test sur l'imprimante l'autre fois, en fait. Hein. OK. Si vous n'avez pas compris ici, c'est pas grave. Parce qu'on va y revenir. Si vous n'avez pas compris cette nuance à propos du mode perception et du mode colorimétrie relative. Par contre, si vous n'avez rien compris du tout, là, c'est plutôt ennuyeux. C'est plutôt ennuyeux parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une conversion de RVB vers CMJN, on doit indiquer quel est le profil de destination, quelle est la caractéristique de la presse du papier qui va être utilisé, et les quantités d'encre qui sont produites sont celles, en fait, nécessaires pour se rapprocher le plus possible de la couleur RVB de départ. Et bon, vu que le papier n'est pas le même, les quantités d'encre ne sont pas les mêmes dans une image CMJN faux gras 29 que dans une image CMJN faux gras 27. OK. 88,75 pour le bleu ici. 98,73 pour le bleu là. Si tu n'as pas compris la partie où j'ai parlé de perception et colorimétrie relative, ce n'est pas grave parce qu'on va y revenir la semaine prochaine en fait. C'est en fait la manière dont on passe d'un espace large, le RVB, vers le CMJN. Est-ce qu'on compresse les relations entre les couleurs pour que ça rentre dedans, un peu comme quand on compresse une couette pour la faire rentrer dans une boîte? Ou est-ce qu'on laisse tomber certaines couleurs, un peu comme quand on coupe un morceau de la couette pour avoir plus facile pour la mettre dans la boîte? Mais évidemment, le résultat est moins bon. C'est à peu près cette logique-là. Et on y reviendra petit à petit. Tu auras l'enregistrement vidéo. Est-ce que tu avais vu le premier enregistrement? Tu auras cet enregistrement-ci et tu vas pouvoir revoir, en fait, et on va retravailler là-dessus.